Gbagbo est en train de sortir donc à l'aéroport d'Abidjan. Vous le voyez sur ces images, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire. 10 ans après, c'est acquitté qu'il rentre dans son pays, un retour populaire sous le signe de la réconciliation. Et il est acclamé par une foule qui l'attend, une foule de partisans, vous pouvez le voir. Je pourrais résumer tout ça à une très grande joie. Ces jours-là, je pense que c'est... J'ai vu les résultats de nos 10 années de lutte acharnée pour ne pas abandonner la vérité, pour ne pas laisser la vérité être dévoyée et noyée dans ce lot de mensonges. Et j'avais la satisfaction personnelle d'avoir été son porte-parole pendant 10 ans, d'avoir été sur plusieurs fronts. Mais il y avait la satisfaction aussi collective de tout ce que le parti avait fait ici comme ailleurs pour que cette victoire-là, que ce retour-là soit possible. Lorsque on nous a donné cette charge, le défi, c'était d'en faire un événement mondial par la communication. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans une stratégie qui a consisté à aller vers tous les médias. Nous avons rencontré tous les médias. Il y avait une certaine peur qui animait ceux qui étaient au pouvoir et qu'il fallait donc les décrisper, il fallait leur enlever cette peur-là. Et finalement, l'objectif poursuivi a été atteint. Même quand ils faisaient des publications qui n'étaient pas en notre faveur, mais au moins, pendant tout ce mois-là, chaque jour, le retour du président Laurent Gbagbo faisait la une des journaux. On a réussi ce défi de communication et on a réussi à faire de cet événement un événement, le retour du président Laurent Gbagbo, un événement majeur. Et je pense que c'est l'événement le plus important de 2021. Je peux dire le 17 juin, j'ai jamais eu autant peur de ma vie. C'est vrai qu'on est dans le combat politique à tous les niveaux, mais le 17 juin, ça a été le summum de toutes les peurs pour moi. La veille, nous sommes partis avec l'ambassadeur Kone Boubacar, qui dirigeait le protocole, avec Kyotia Narcisse, le chef de cabinet, en son temps, qui gérait la sécurité, et à toute l'équipe du protocole, plus la communication pour aller faire ce qu'on pourrait dire, faire le repérage. Et nous sommes arrivés, nous avons rencontré les autorités policières, les autorités de l'AERIA, ceux qui gèrent donc l'aéroport, les autorités de sécurité. Et il a été convenu ce jour-là que l'avion, ça c'est des choses qu'aujourd'hui j'en parle parce que c'est après 1 an, que l'avion du président qui transportait le président, bien que ce fût un avion de transport commun, transport public, il devait se mobiliser devant le pavillon présidentiel qu'on nous avait en temps offert, en griffe. Donc nous avons convenu de ça. Et nous avons convenu également qu'on trouverait un espace pour les journalistes qui étaient là et qui venaient de divers pays. Nous avons enregistré ce jour-là pas moins de 300 organes de presse enregistrés. Pas moins de 300 organes de presse du monde, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, un peu partout. Les accréditations n'étaient pas loin de 300. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on n'était pas loin de 300. Et donc, il fallait là aussi leur trouver un dispositif. Et le dispositif, c'était qu'au niveau du pavillon présidentiel, on devait leur mettre à leur disposition un dispositif qui puisse leur permettre de faire leur travail. Donc tout ça avait été arrêté comme ça. Et puis, ce jour-là, moi je suis allé à la maison à 3h du matin parce qu'il fallait qu'on coordonne l'installation des techniques, à la fois au niveau du QG de campagne, du siège des bureaux du président actuellement, et à l'aéroport. Il fallait qu'il y ait des régies qui puissent nous permettre de suivre tout l'événement de part et d'autre, vraiment en direct. Et comme c'était sous ma supervision, je tenais vraiment à ce que les choses s'organisent très bien. Et donc, je suis rentré très tard à la maison pour m'assurer que tout s'organisait comme on l'entendait. Et puis, à 8 h, au moment où je m'apprête à partir à l'aéroport, les journalistes m'appellent. Certains journalistes internationaux, la presse internationale, me dit « Ah, on a un problème, on nous interdit l'accès. » Je dis « Mais comment ça ?» Il dit « Ils nous interdisent. » Alors là encore, il a fallu qu'on se batte, qu'on appelle des gens, que je puisse appeler le responsable de la sécurité. Puis, mais ces journalistes ils ont une accréditation, il n'y a aucune raison on a fallu qu'on se batte pour pouvoir donc les intégrer, puis puisse arriver.
les journalistes, comme on appelle, internationaux. Mais la presse nationale qui devait venir par car, elle aussi, au niveau de l'hôtel qui est à côté, quoi, pour ne pas faire la publicité, mais l'hôtel qui est un hôtel qui est à côté, et quand ils sont arrivés là-bas, on les a refoulés. Il fallait qu'on nous gérons tout ça. Bon, ça c'était l'aspect au niveau des journalistes. Mais quand nous arrivons sur la route, je me rends compte qu'il y a un déploiement inhabituel et impressionnant des forces de l'ordre. Mais nous avions pris des dispositions pour que tout ce qui se passerait ailleurs puisse être porté à la connaissance du public. Et ça, je voudrais vraiment remercier, profiter de votre antenne pour remercier nos cyberactivistes. Ces jours-là, ils ont fait un travail remarquable. De tous les points d'Abidjan, nous avions les informations de toutes les brimades policières et autres, et que tout ça a convergé vers une régie et que nous permettait aux gens de réagir tôt. Donc on avait les informations qu'il y avait un déploiement de l'armée, des forces de sécurité un peu partout, et c'était impressionnant. Et moi-même sur le coin de la rue, j'ai vu les gaz lacrymogènes pour chasser les gens au niveau des trains chivris d'abord. Mais ce qui était paradoxal, c'est qu'à partir de la statue à Kwaba, il n'y avait pas de tir. Il n'y avait plus de choses, mais la police négociait avec les personnes, nos camarades, nos militants qui allaient à l'accueil pour les empêcher d'avoir accès. Mais je peux l'avouer que ce jour, il n'y avait pas, jusqu'à cette date, il n'y avait pas de tir. Il faisait tout pour bloquer les gens avant la Kwaba, mais lorsqu'on passait la station, il faisait attention, il ne tirait pas. Et puis bon, nous gérons la situation jusqu'à ce que mes premières alertes vont se faire sur la liste des invités. Parce que nous avions établi avec le protocole, avec la sécurité Kyoto Narcisse et Bokoni Bouaka, une liste des personnes qui devaient avoir accès au pavillon. Cette liste, nous l'avons donnée aux autorités policières. Mais vers la fin, nous nous sommes rendus compte que non seulement ils interdisaient à certains qui étaient sur cette liste d'accéder, mais les personnes qui n'étaient pas sur la liste, on les faisait rentrer. Donc il y avait un problème de responsabilité en termes de sécurité qui se posait. Je ne vous cache pas que pendant toute cette période, j'ai tourné et revu plusieurs films de retour qui sont terminés, très mal terminés, par exemple en Philippines, au Pakistan, où des gens à la descente de l'aéroport ont été abattus. Je l'ai dit ouvertement. Donc tous ces scénarios, je l'avais lu, relu, et puis j'avais ça en tête. C'était une possibilité. Et puis, ça peut ne pas être des choses qui sont coordonnées, mais les cervelés s'élèvent et puis, bon, il pose des actes de ce genre. Donc, pour nous, la question de la sécurité était très importante. Donc, tout ça, ça faisait une ambiance difficile. Deuxièmement, ils nous ont interdit de faire des prestations artistiques. Je rappelle que la chanteuse Aïcha Kone était redéployée là-bas. Mais on lui a interdit le matériel qu'on avait déposé. On a interdit on nous a interdit de faire donc des prestations artistiques, pas d'animation artistique. Les journalistes, on voulait mettre un podium pour les journalistes, pour qu'ils puissent faire leur travail. Ils ont refusé, donc les journalistes étaient éparpillés dans la chaleur, un peu par-ci, par-là. Et même comment on pourrait appeler, le petit pavillon qu'on avait voulu mettre en place, une sorte de trépied, un petit chapiteau pour permettre au président, s'il doit discuter avec les personnes, quand s'il doit faire un discours devant les chefs coutumiers qui étaient venus nombreux de partout, là aussi on nous a interdit. Donc c'était une ambiance extrêmement difficile. Et c'est dans cette foulée-là que nous allons apprendre que l'accord que nous avons obtenu la veille, que l'avion s'immobilise devant le pavillon présidentiel pour permettre au président de descendre dans le pavillon, que cet accord a été annulé à la dernière minute et au moment où l'avion était déjà en vol, c'est maintenant qu'on nous donne cette information. À 1h30 d'atterrissage. Donc, tous les dispositifs de sécurité, le dispositif de communication, tout cela, il fallait le réadapter pour tenir compte de cette nouvelle donne. Bon, nous avons réadapté, on est allé mettre le véhicule du président à la descente, et comme par hasard, nous suivions l'avion du président. Dès que l'avion rentre
sur le territoire ivoirien et commence à faire ce qu'on appelle son approche d'atterrissage, alors que les gens ne tiraient pas, et il n'y avait pas de manifestation particulière, alors que les gens ne tiraient pas à l'aéroport, subitement, on a commencé à voir des détonations. Mais on a quand même lu suffisamment de livres pour savoir, on n'est pas pilote, mais aucun pilote n'atterrit sur une piste d'aéroport lorsque il perçoit à l'approche qu'il y a des détonations, des fumées. Parce que le moindre éclat qui touche la soute de carburant, ça explose l'avion. Aucun pilote ne prend le risque. Et pour nous, à ce moment précis-là, le fait qu'ils ont commencé à tirer et à faire des détonations, là où il n'y avait vraiment pas de raison, on s'est dit attention, il doit y avoir un schéma, quelque chose qui se passe dans la tête. Et je vous assure que c'est à ce moment-là qu'il y a pris la décision de faire le point de presse devant tous les médias, parce que les médias aussi c'est des armes. Et ça a été transmis, je l'ai fait en français et en anglais, et ça a été transmis au monde entier. Je ne dis pas que c'est ça, je ne vais pas nous attribuer les choses, mais ce que nous avons constaté, c'est qu'après ça, je ne dis pas que c'est ça, je ne vais pas nous attribuer les choses, mais ce que nous avons constaté, c'est qu'après ça, les tirs ont changé. Les tirs ont cessé au niveau de l'aéroport, et puis bon, et ça nous a soulagés. Mais ça, ce n'était qu'un élément parmi tant d'autres. Et comme nous savions que l'avion n'allait plus atterrir, l'avion avait plus de retard, et que l'avion n'allait plus passer par le pavillon présidentiel, il fallait que nous communiquions avec certaines personnes, mais pas tout le monde, pour ne pas attirer l'attention du nouveau dispositif qu'on venait de prendre. Bon, on a parlé de ça à certaines personnes, mais qui n'ont pas compris, qui n'avaient pas compris, certains des nôtres, qui n'avaient pas bien compris, qui pensaient que c'est parce qu'on les empêchait de rentrer dans le pavillon. On ne voulait pas qu'ils rentrent dans le pavillon. Or, dans la réalité, c'était pour leur dire que le président ne passerait plus dans le pavillon, et ceux qui prennent des dispositions, et qu'on leur indiquait là où ils devaient passer, qu'ils attendent du président à ce niveau-là. Bon, ça c'est des petits détails, ce n'est pas très important, mais nous avons géré. Et donc, quand l'avion atterrit, nous sommes, et ce jour-là, c'est ça qui est très intéressant lorsque vous êtes vous travaillez en équipe. Et c'est cet esprit-là que je cherche toujours, que nous devons chercher dans notre parti politique. À l'aéroport, à partir d'un moment donné, il n'y avait plus un responsable de sécurité, exclusivement de sécurité, de protocole, exclusivement de protocole, de communication. Nous sommes rares, c'est-à-dire nous tous, nous avons commencé à faire la même chose lorsque la nécessité se faisait sentir. Et ça nous a beaucoup aidé. De sorte qu'à un moment donné, on s'est retrouvé, moi, à faire la sécurité, et Kone Bouaka a fait la sécurité, et rempli de protocole, moi, à faire de temps en temps de protocole, Narcisse également. Donc, on s'était obligé de se souder les coudes pour pouvoir gérer cette situation-là. Et quand l'avion atterrit, nous sommes 4 personnes à avoir accès, 4 ou 5, je ne sais plus. Il y avait le secrétaire, en ce temps, le secrétaire général du parti, Assoadou. Il y avait Kyoto Narcisse, il y avait Kone Boubacar, il y avait moi, il y avait Odette Souye. Nous sommes les 5 qui avions eu accès à l'aéroport pour aller prendre le président. Et c'est à ce niveau-là, l'une de mes plus grandes craintes, nous nous sommes rendus compte qu'aucun dispositif de sécurité n'avait été prévu pour protéger le président en ce qui concerne l'État à ce niveau-là. Si vous voyez Stéphane Kipré, qui s'est obligé de se constituer en garde-corps, c'était ça. Mais à ce moment précis-là, nous étions obligés d'être en alerte au maximum pour éviter n'importe qui pouvait faire du n'importe quoi au président à ce moment précis. À ce moment, entre la sortie de l'avion jusqu'à son véhicule, c'était une bataille. C'est que les autres ont appelé que c'était un cafouillage, mais ce cafouillage est dû au fait que nous avons été obligés de changer les dispositifs d'accueil en tenant compte qu'on nous a refusé à la dernière minute le fait que l'avion devait aller s'immobiliser au niveau du pavillon présidentiel. Changer ces dispositifs en moins d'1 heure, gérer la sécurité du président là où les forces sécuritaires n'y étaient plus présentes, avaient vraiment pratiquement baissé les bras. Ça a donné cette impression-là qu'il y avait du cafouillage.
à son arrivée. Mais ce cafouillage est lié justement à ces dispositifs de changement que nous avons pris à la dernière minute et que nous avons communiqué à très peu de personnes pour éviter qu'effectivement il y ait que ces dispositifs sécuritaires-là soient connus de tout le monde. Donc c'était difficile. Mais ça n'a pas été seulement cet aspect difficile. J'ai aussi été témoin de ce que ce jour-là, lorsque le président arrive, tout l'aéroport, tout le personnel de l'aéroport, que ceux qui fassent le service de sécurité de civil, tout le monde, l'aéroport s'est immobilisé, je dirais s'est vidé, et les populations, en tout cas le personnel s'est mobilisé comme un seul homme pour applaudir le président. Et ça c'était très impressionnant, très impressionnant. Et puis du coup, l'accueil public que les gens ne voulaient pas, parce qu'en empêchant les gens de venir, le personnel de l'aéroport a organisé cet accueil-là, et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai vu, et c'est un témoignage profond, un jeune gendarme qui n'a pas pu tenir ses émotions, qui a commencé à pleurer, et qui m'a dit, ce monsieur ne mérite pas ce qu'on lui fait. Et il a commencé à pleurer. Et ça a été des moments, je vais dire, inoubliables pour moi. On venait à la fois de sortir, de gérer une situation difficile, mais en même temps, je voyais à quel point la soif de voir le président Laurent Gbagbo animait beaucoup d'Ivoiriens. Et cette mobilisation des Ivoiriens de l'aéroport m'a été pour moi une expression extraordinaire. Voilà un peu résumé, il y a certains détails, je les garde, et je pense que le président lui-même le dira l'un de ces jours, mais voici comment nous avons vécu cette journée du 17.